Dans l'actualité ce soir, le mouvement des lycéens monte en puissance. Plusieurs dizaines de milliers d'élèves et d'enseignants ont défilé dans des grandes villes contre la suppression de postes. Dans ce journal, les chiffres, les arguments et en direct, l'une des jeunes figures de la contestation, Alix Nicolet, 17 ans. Bonsoir et à tout à l'heure. La flamme olympique au pas de charge et en catimini à San Francisco. Le relais a été tronqué pour éviter les incidents. Le Dalai Lama réaffirme que les Jeux à Pékin sont une bonne chose. La fin de la bulle immobilière en France. Les prix repartent légèrement à la baisse depuis le début de l'année. Une exception, Paris et la proche banlieue. Le gouvernement ouvre un nouveau chantier, celui de l'hôpital public. Le rapport Larcher, remis aujourd'hui, propose notamment de regrouper des services et de renforcer l'autonomie. Décision dans une semaine. Berlusconi contre Veltroni, l'Italie choisira dimanche et lundi entre deux leaders que tout oppose. Aujourd'hui, Bertrand Delanoë est allé soutenir le candidat de la gauche. Enfin, la raréfaction du saumon sauvage dans les rivières de l'Ouest américain. En quelques années, il a quasiment disparu. En cause, semble-t-il, les barrages et le réchauffement des eaux. Bonsoir et bienvenue à tous. Faut-il s'attendre à un printemps chaud dans les lycées ? La mobilisation, en tout cas, a franchi un seuil aujourd'hui, même si elle reste limitée. À Paris, on a compté entre 19 000 et 30 à 40 000 personnes, selon les sources. Un mouvement, vous le savez, contre la suppression de 8 800 postes dans le secondaire à la rentrée prochaine. Nabila Tabouri, Emmanuel Morel. Les lycéens, eux en tout cas, sont toujours de plus en plus nombreux. 40 000 manifestants selon les organisateurs, 20 000 d'après la police. C'est leur 5e manif en 2 semaines. Même banderole, même slogan contre les suppressions de postes, l'inquiétude en plus. On a 10 postes supprimés et 5 classes supprimées. Donc on va avoir des classes vraiment très surchargées. Déjà qu'on a un lycée en difficulté, on a déjà du mal à travailler dans nos conditions qu'on a actuellement. Ça va être encore plus difficile. On sent chez les lycéens une peur de la précarité, une peur de l'avenir. Tous les lycéens voient leurs parents, enfin surtout les lycéens de banlieue, voient leurs parents au chômage, leurs grands frères, leurs grandes sœurs au chômage. Et c'est ce qui pousse les lycéens à venir manifester aujourd'hui. À Toulouse, 3000 lycéens place du Capitole. Ils étaient à peine 400 il y a 2 jours. Ils craignent qu'avec les classes surchargées et les options supprimées, il y ait un système scolaire à 2 vitesses. On veut travailler surtout dans de meilleures conditions, dans des conditions équitables pour tous, avec les mêmes moyens pour les lycées des quartiers populaires que les lycées du centre-ville. Quant aux enseignants, très discrets jusque-là, ils sont venus en nombre accompagner leurs élèves, comme ici à Grenoble. Les suppressions de postes, le gouvernement les justifie par une baisse démographique. Les profs, eux, n'y trouvent pas leur compte. Il y a effectivement moins d'élèves dans les lycées, mais c'est vraiment à la marge. Le nombre de postes supprimés ne correspond pas aux diminutions d'élèves. À Paris et à Grenoble, quelques incidents ont émaillé la manifestation. Jets de pierre et bombes lacrymogènes, une vingtaine de personnes ont été interpellées. On s'arrête un instant sur les chiffres et les conditions de travail. Qui dit vrai? Qu'en est-il exactement du nombre de postes et de l'encadrement? Mallory Aounou. Un chiffre fait danser devant les lycées bloqués, celui des suppressions de postes. 11 200 pour la prochaine rentrée, dont 8 830 postes de professeurs en collège et lycée. Une saignée pour eux. Le ministère de l'Éducation, lui, assure que l'impact sur l'enseignement sera neutre. Il s'appuie sur la démographie. Effectivement, le second degré devrait perdre 40 600 élèves l'an prochain. Mais cette perte ne correspond en fait qu'à 1500 suppressions de postes. Le gouvernement compte donc essentiellement sur la transformation de 5000 emplois en heures supplémentaires. Une économie pour l'État, mais un pari. Rien ne dit que les enseignants se porteront volontaires, au contraire. En attendant, dans les établissements, on arbitre. Avec moins de moyens, surtout en zone défavorisée, le monde enseignant redoute une baisse de qualité. Ce n'est qu'une moyenne, mais avec 12 élèves par enseignant, la France est mieux dotée que la Finlande ou l'Allemagne, sans obtenir de meilleurs résultats. Le coût d'un lycéen et le nombre d'heures qu'il passe en cours dépassent de 20% la moyenne européenne. Fort de ce constat, le gouvernement engage une réforme du lycée. En plus de rééquilibrer les filières, il pourrait être tenté d'alléger les emplois du temps et donc la facture éducative. Et comme convenu, nous découvrons ce soir l'un des visages de ce mouvement, celui d'Alix Nicolet. Bonsoir, vous avez 17 ans, vous êtes en seconde générale à Lyon. Bonsoir. Et présidente de la Fidèle, l'un des principaux syndicats lycéens depuis 2 mois. Juste avant de vous entendre, écoutez votre ministre, entre guillemets, Xavier Darcos. Il s'adressait directement aux lycéens cet après-midi au Sénat. Nous entendons les lycéens
et ils ont raison de s'inquiéter de leur avenir et nous vont parler avec eux du lycée. Mais c'est un mensonge de leur faire croire que la question du lycée est une question quantitative. Il faut réformer le lycée. C'est pas parce qu'on sera un de plus ou un de moins que les choses changeront. Il ne faut pas qu'ils reprennent les slogans syndicaux. Il ne faut pas qu'ils s'abritent derrière les mouvements populaires. Il faut que nous parlions de la réforme. Nous en avons besoin et la réforme n'est pas quantitative, elle est qualitative. Alix Nicolet, la France est l'un des pays d'Europe, on l'a vu, qui dépense le plus pour l'enseignement secondaire. Alors faut-il vraiment se focaliser sur cette question des moyens ? Oui, je pense qu'il faut se focaliser sur cette question des moyens, puisque c'est quand même les professeurs qui sont très importants. Les suppressions de postes vont vraiment causer des surcharges de classe, même s'ils sont remplacés. Effectivement, rien ne dit que les enseignants vont se porter volontaires, rien ne dit que ça va pas surcharger quand même des classes. On peut pas supprimer des professeurs comme ça. Et la question de baisse démographique ne tient pas. On le voit très bien, cet argument ne tient pas. Pourquoi donc à partir il y a de là, moins d'élèves, ne faut-il pas moins de professeurs? Mais dans ce cas-là, non, il faut profiter de la baisse d'élèves pour mieux encadrer les élèves, faire des classes moins surchargées. Justement, il faut profiter de cette baisse pour avoir des meilleures conditions d'études finalement. Alors que là, la démarche engagée d'économie sur notre éducation révolte les lycéens. Mais est-ce que la meilleure condition pour des études, comme vous dites, passe uniquement par l'amélioration de l'encadrement, par plus de professeurs, alors qu'il y en a déjà beaucoup par rapport à nos voisins européens ? Il y en a beaucoup, mais je pense pas que ce soit vraiment comparable. Aujourd'hui, il faut une réforme des lycées, on est totalement d'accord avec le ministre, mais on pense que quand ça commence par des suppressions de postes aussi massives que celle-ci, puisque c'est quand même un prof sur 3 supprimé jusqu'à 2012, on pense que c'est pas comme ça. La réforme est très mal partie comme ça, et nous on veut en faire partie, on veut faire partie de cette réforme et être écoutés là-dessus. Les lycéens veulent être écoutés et veulent une réforme vraiment, mais pas en commençant par des suppressions de postes. Pour nous, c'est vraiment une mauvaise réforme si elle commence par des suppressions de postes, surtout d'une telle envergure. Dernière chose, on se pose souvent la question, est-ce qu'il n'y a pas, vu votre âge, un risque de manipulation des lycéens par les syndicats et la gauche d'une manière générale? C'est une idée qu'on évoque souvent. Pas du tout, je crois que les lycéens prennent leurs responsabilités et sont conscients des enjeux de ce qui se passe en ce moment. Ils sont tous vraiment mobilisés, même les terminales. Alors Xavier Darcos dit que c'est soi-disant pour pas passer leurs examens. Je pense que les mobilisations qu'on voit aujourd'hui en France, c'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a beaucoup de terminales qui ne manifestent pas mais qui sont solidaires et qui comprennent vraiment le mouvement. Donc je pense que les lycéens se mobilisent par eux-mêmes. Ils ont commencé à se mobiliser, nous on les a aidés, c'est eux-mêmes qui sont venus nous chercher, donc je pense pas qu'il y ait de manipulation ni syndicale ni de professeurs. Il n'y a vraiment pas de manipulation, c'est les lycéens qui se mobilisent d'eux-mêmes. Merci Alix Nicolet d'avoir été en direct avec nous. Merci. Merci à vous. La suite des tribulations de la flamme olympique, c'est un curieux spectacle qui a eu lieu la nuit dernière à San Francisco. Les incidents ont bien été évités, mais à quel prix? La torche a circulé en catimini, presque clandestinement, très loin en tout cas d'une fête populaire. Alain Chalvron, Pascal Jouffrio. On a joué toute la journée d'hier à San Francisco au chat et à la souris. Le chat étant le manifestant et la souris, la flamme olympique. Ça a commencé presque normalement et hop, voilà la flamme escamotée dans un hangar. Elle réapparaît un peu plus tard sous bonne escorte, double cordon avec des malheureux policiers qui suent sang et eau à courir derrière les athlètes et d'autres plus confortablement installés sur leur Harley Davidson. Éviter le contact entre les manifestants et les Chinois en survêtement bleu, les anges gardiens de la flamme, traumatisés par les incidents de Paris et de Londres. On ne plaisante pas avec ça aux États-Unis. Les transgresseurs sont embarqués immédiatement et sans ménagement. Éviter les incidents aussi entre pro-chinois, nombreux dans cette ville tournée vers l'Asie, et les anti-chinois au long du Tibet, de la Birmanie ou même du Darfour. La Chine a envahi agressivement le Tibet en prétendant résoudre ses problèmes. Je suis fier de mon pays. Grâce à lui, les Tibétains sont plus riches. Ils peuvent manger. Et la flamme dans tout ça. Escamoté à nouveau dans un bus, direction l'aéroport et Buenos Aires.
Le Dalai Lama, lui, s'applique à faire preuve de responsabilité. En voyage au Japon, il a réaffirmé qu'il soutenait l'organisation des Jeux à Pékin et ses proches se disent même hostiles aux perturbations sur le parcours de la flamme. Par ailleurs, le ton monte entre le Comité international olympique, le CIO et la Chine. Jacques Rogge, président du CIO, rappelle Pékin à ses promesses d'améliorer les droits de l'homme. La Chine réplique en estimant que toute considération politique est hors de propos. Et puis, une figure est en train d'émerger en Chine, célébrée par les médias comme une héroïne. Il s'agit d'une athlète paralympique qui avait porté et protégé la flamme à Paris sur son fauteuil roulant. À Pékin, Pascal Golomer, Sylvain Giaume. Elle ne le sait peut-être pas encore en débarquant à l'aéroport de Pékin hier. Mais Jing Jing est devenue une héroïne en Chine. Accueillie par les journalistes et les photographes pour qu'elle raconte son parcours de la flamme à Paris. Et quel parcours? Qu'elle résume en une phrase, c'était vraiment le bazar. Un parcours que les télévisions et les sites internet racontent par le menu, images à l'appui. Cette jeune escrimeuse handicapée a dû à plusieurs reprises faire face à l'assaut de militants pro-Tibet qui voulaient s'emparer de la torche. Elle dut même protéger cette torche de son corps, puisque le service d'ordre était débordé. Je l'aurais fait jusqu'à la mort, dit-elle. Je suis persuadée que n'importe quel Chinois aurait fait la même chose à ma place. En tout cas, dans ce pays que je ne connaissais pas, il y a tant de Chinois qui m'ont soutenue, j'ai été très touchée. Et la télévision d'énumérer les messages de soutien qui s'accumulent sur Internet pour féliciter celle qui, sur son fauteuil, a su défendre l'honneur de la Chine face aux assaillants tibétains. Et ce soir, notez qu'Envoyé spécial revient sur le sujet. 7 équipes de l'agence CAPA ont suivi le parcours chaotique de la flamme à Paris. Un reportage de l'intérieur à suivre à partir de 20h50 avec Guylaine Chenu et Françoise Joly. L'économie, la grève des mal payés de l'Europe se poursuit en Roumanie. Cela fait maintenant 2 semaines et demie que les ouvriers de l'usine Dacia, filiale de Renault qui produit la Logan, réclament des augmentations de salaire. Les ouvriers français de Renault leur tendent la main. 2 d'entre eux sont venus aujourd'hui leur apporter le produit d'une collecte. Sur place, Jérôme Bonny, Julien Tria. Ils sont gonflés à bloc, les grévistes roumains de Dacia Renault après 18 jours d'arrêt de travail. Aujourd'hui, ils accueillent au cri d'unité 2 syndicalistes venus de France. Il y a un dynamisme, c'est une grève qui est joyeuse. Et on ne sent pas des salariés abattus. C'est formidable. Pour nous, c'est une leçon de syndicalisme, une leçon de ce que doit être l'Europe sociale. Français et Roumains se sont retrouvés ce matin. Ça va, je suis très content d'être là avec toi. La CGT et la CFDT Renault ont collecté 10 000 € de solidarité en France. Ils apportent la première enveloppe. À l'initiative des salariés de Renault en France, qui ont fait appel à leur syndicat, ils ont dit ça serait bien, il y a une grosse grève en Roumanie, il serait bien peut-être de faire un petit quelque chose. Ces ouvriers sont précieux pour Renault. Ils fabriquent la Logan, dont la production est passée en 2 ans de 235 000 à 360 000 véhicules par an. Mais ils estiment ne pas être payés en retour. Ce jeune monteur à la chaîne touche l'équivalent de 220 € par mois. C'est pas possible de vivre un mois avec ça. On n'a même pas de quoi s'acheter des habits. On est à l'aube allez, pas d'une révolution, mais d'un mouvement social, d'une justice sociale en Europe. Le courant est bien passé aujourd'hui avec les syndicalistes français. L'économie encore avec la fin de la bulle immobilière en France. Pour la première fois, les prix marquent une baisse au premier trimestre 2008, baisse de 1%. C'est un atterrissage en douceur. Il y a des exceptions, Paris et la très proche banlieue par exemple, mais en grande banlieue, on observe là aussi un tassement. Valérie Lerouge, Chloé Cormery. 5e visite d'appartement pour Gaëtan Ress et Romain Patry. Ils sont locataires d'un petit 2 pièces à Paris et voudraient acheter, mais pour avoir plus grand, la capitale est devenue hors de prix. Les voici à Torcy, en Seine-et-Marne, 30 km de Paris, une demi-heure de RER qui s'arrête juste à côté de l'immeuble. Oh, ça va, faire de bruit. Ils peuvent emprunter jusqu'à 250 000 € sur 25 ans. Les conditions des banques se sont durcies. Oui, c'est juste un effet de... Non, elles sont quand même un peu plus frileuses qu'avant, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a 3 ans, on pouvait quand même financer... déjà, on avait un budget qui était à peu près sensiblement le même, sauf qu'on nous finançait avec les frais de notaire, qu'aujourd'hui on ne nous finance plus avec les frais de notaire.
Mais l'appartement leur plaît. Direction l'agence immobilière, le couple fait une offre inférieure de 10 000 € au prix demandé. De 250 000 €. D'accord. Avec une petite chance de l'emporter. Là, si vous voulez, les acquéreurs sont en position de force. Pourquoi? Parce qu'on manque d'acquéreurs, tout simplement. Moins d'acquéreurs solvables égale une baisse des prix dans certaines villes de grande banlieue, jusqu'à moins 16% à Argenteuil par exemple, alors que Paris continue d'augmenter. Les taux ont un petit peu augmenté. Ce qui explique justement que certains foyers ne peuvent pas forcément acheter aussi facilement qu'ils le voudraient. Sur Paris, je pense que la clientèle fait qu'effectivement, il y aura toujours des gens pour acheter à des prix très très élevés. La capitale reste la valeur immobilière qui monte, même si on est loin de la flambée des 8 dernières années. Toujours à propos de pouvoir d'achat, pour consommer moins cher, consommer malin, c'est la devise des clubs de consommateurs. Ils sont de plus en plus nombreux depuis l'envolée des prix des produits alimentaires. Les adhérents s'échangent les informations et ces petits trucs qui font parfois une grande différence. Enquête Jenny Briffa, Jean-François Monnier. Elle aimerait bien ne plus avoir à regarder les étiquettes. Mais Marie-Claire Mendès dispose de 80 € par semaine pour nourrir sa famille. Peut-être du beurre, la margarine c'était 1,72. Alors forcément, elle compare. À Leclerc, je l'ai vu à 1,72. Pourquoi? La margarine. Et là-bas, elle est à 1,94. Ça fait déjà beaucoup. Cette femme de ménage au chômage touche avec le salaire de son mari 1 900 € par mois. Mais avec 2 enfants, Marie-Claire Mendès et sa famille sont sous le seuil de pauvreté. Alors pour chaque denrée importante, elle connaît par cœur les prix pratiqués dans les 2 autres supermarchés de sa ville. S'il est à 0,66, c'est parce qu'il a augmenté. 66 centimes d'euros la brique de lait, trop cher. À Leclerc, c'est 0,59. À Lidl, c'est pareil, 0,59. Et ici, à 0,63. Bon, 0,66, il a augmenté, mais bon. Comparé, Marie-Claire Mendès est obligée de le faire à cause de la hausse des prix. 16,26, s'il vous plaît. Je calcule plus maintenant qu'avant. Parce que les prix ont augmenté. Ah ouais, bon, ouais. C'est pas une franche augmentation, mais tout a augmenté. Et le salaire, lui, il n'augmente pas. Et dans sa ville, Marie-Claire Mendès n'est pas la seule à scruter les étiquettes. Elle appartient à un club de consommateurs. Chaque semaine, ils se réunissent et comparent les prix. Alors, le jambon, si je l'ai mis, oui, il est arrivé à 9,95 au lieu de 6,45. Le même? Exactement le même. Quand on payait encore en francs, on achetait une salade pour 70 centimes, 2 francs. Aujourd'hui, vous avez une salade pour 1 €. Et quand vous en parlez aux gens, non, 1 €, c'est quoi 1 €? C'est 6 francs 55 957. Autour de la table, ils sont une quinzaine, retraités, smicards, mères au foyer. Tout cela pour apprendre à déjouer les ruses de la grande distribution. Regardez par exemple les prix des pâtes au kilo plutôt qu'au paquet. Ça nous apprend à faire attention. Une école. C'est une école. C'est une école des consommateurs. On apprend vraiment. On a les charges que tout le monde paye. L'électricité, bon, on n'en parle pas parce que là, ça flambe aussi. Le gaz, tout. Tout est... je sais pas. On vivait mieux avant. Marie-Claire Mendès le pense aussi. Sur sa table, elle conserve ses tickets de caisse depuis 3 ans. 11,28, c'était à Leclerc. Avec de tels prix, plus de place pour le plaisir. Il faut toujours compter. Parce que bon, moi, si je m'octroie quelque chose, style une paire de pantoufles, un pantalon ou quelque chose comme ça, bon, moi, je sais qu'à la fin du mois, il va y avoir un trou. Et à la fin du mois, pour moi, c'est à partir du 20. Hein. C'est pas à partir du 30. Pour Noël. Ce mois-ci, le plaisir que cette habitante du Nord-Pas-de-Calais n'a pas pu offrir à sa famille, une place pour aller voir Bienvenue chez les Ch'tis. Un nouveau chantier commence pour le gouvernement, celui de l'hôpital public. Comment améliorer la gestion, comment rationaliser? Le rapport Larcher a été remis aujourd'hui. Il devrait inspirer les décisions. 16 mesures au total. Il propose notamment, non pas la fermeture, mais la mise en commun de certains moyens lorsque les établissements sont proches. En clair, les petits hôpitaux n'assureraient plus toutes les opérations. José Blanc-Lapierre, Jean-François Monnier. La France est l'un des pays qui compte le plus de structures hospitalières. 3000 hôpitaux et cliniques, 2 à 3 fois plus qu'en Angleterre, 30 par département, plus d'1 lit pour 100 personnes.
Revers de la médaille, un déficit chronique pour les 3/4 des établissements. Des postes de médecins vacants, faute de candidats, un manque crucial d'infirmières. Au final, 70% des actes chirurgicaux sont assurés par le privé. Selon l'auteur du rapport, il faut tout réorganiser, en priorité regrouper les établissements dans ce qui s'appellerait des communautés hospitalières de territoire, c'est-à-dire un hôpital référent, responsable de la gestion et des médecins de toutes les petites structures environnantes. Je veux par exemple qu'on réponde et qu'on ait un dialogue avec la médecine libérale, avec les infirmiers libéraux. Le temps où chacun est cloisonné n'a aucun sens. Ce qui compte, c'est le parcours du malade. Mais pour réaliser cette synergie, les petits hôpitaux locaux devront se reconvertir, voire fermer, ce qui inquiète les défenseurs des structures de proximité. On leur fait croire qu'ils vont être gagnants en termes de sécurité. On les trompe en faisant croire qu'ils vont être gagnants en termes de maintien sur place des lits. Alors qu'on sait très bien que quand on commence à supprimer un service dans un hôpital de proximité, on tire un fil. Le rapport Larcher préconise également la création de maisons de santé, sorte de dispensaires pour soulager les urgences et répondre plus efficacement aux besoins des personnes âgées ou handicapées. À l'automne, le gouvernement proposera un projet de loi pour réorganiser l'ensemble du système de santé français. En bref, la fin programmée de la carte famille nombreuse à la SNCF fait des vagues, y compris à droite, on l'évoquait hier. Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale, ou encore Jean-François Copé regrettent le désengagement de l'État. Le gouvernement veut rassurer, il affirme que les réductions ne disparaîtront pas, mais sans préciser combien et sous quelle forme. À propos de transport, voici maintenant ce que l'on peut appeler le calvaire quotidien de centaines de milliers de passagers. Les images que vous allez voir ont été tournées un matin comme les autres, à Paris, sur la ligne 13, la plus saturée du métro. Les vagues d'usagers qui s'entassent, les incidents, les retards, choses vues et vécues dans les sous-sols de la capitale. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Édouard Bergeon, Vincent Kellner. Ligne 13, ce matin à 8 h. Impossible de monter dans le métro. Un pousseur nous ferme la porte au nez. Nous devons attendre la rame suivante. 4 minutes plus tard, elle est tout aussi pleine. Je pousse pour me faire une petite place. Moi je trouve qu'on devrait d'ailleurs presque avoir 50% de réduction sur le billet de métro. Je peux même pas rentrer en fait. Hein. Pardon, excusez-moi, mais je fais ce que je peux. Nous sommes plus de 650. Comprimés dans cette rame. Taux de remplissage, 120%. Il y en a marre, c'est tout. On a marre de quoi? Le transport pourri, franchement... Pourquoi c'est pourri? Oh, excusez-moi. Pardon. 5 personnes au mètre carré, c'est la densité à l'heure de pointe. Vous en avez marre? Pourquoi c'est pourri? Pourquoi c'est pourri? Il y a trop de monde, n'importe quelle heure, c'est toujours comme ça. Une faculté, 2 gares, des hôpitaux, la ligne 13 draine 600 000 usagers chaque jour. 30 stations qui jalonnent les quartiers de bureaux et les cités populaires. Gare Saint-Lazare, un des points noirs du parcours. Nous rencontrons Malia, obligée de prendre la 13 pour traverser Paris et rejoindre son travail au nord. Là, je suis partie plus tôt, ouais, parce que j'ai une réunion aussi, mais aussi parce que je vais prendre la 13. 86 € de carte orange chaque mois, pour des retards 1 jour sur 2. Ah non, on est collé la tête contre la vitre. Et moi, l'année dernière, j'ai été enceinte, j'ai pas pris cette ligne, j'ai fait une fois un malaise. Monsieur, ce train se dirige vers terminus de Saint-Denis. Donc j'ai pas recommencé. On peut se prendre la direction du terminus. On est comme des sardines. Et puis on suffoque, quoi. Comment ça se passe? C'est toujours comme ça en fait dans cette ligne? Pire. C'est-à-dire? Bah, t'aurais pas la place de filmer là, quoi. Ah ouais. Je me rappelle même dans les différentes élections que ça avait été plusieurs fois évoqué. On avait dit la ligne 13, on va la désengorger, et puis ouais, ça évolue pas, et même je dirais ça va être pire en pire. Pépins mécaniques, métro vétuste, les incidents s'enchaînent, les retards aussi. En plus, le nouveau système de signalisation n'est pas au point. 13 ans de ligne 13, trop c'est trop pour cette conductrice. Et quand ils font les essais, chaque jour qu'il y a des essais, les signaux ils se mettent en vrac, tout se met en vrac. Mais les gens ils savent pas tout ça. Et c'est sur leur dos qu'on fait des essais. Sans leur dire. Voilà. On leur dit, oh bah suite à une avarie de signalisation, ce qui est vrai, mais le pourquoi, c'est parce qu'ils essaient de mettre des trucs qui passent pas, quoi. Voilà. Pour décongestionner la 13, la RATP propose de dédoubler une partie de la ligne. Mais l'investissement avoisine le milliard d'euros. Pas réalisable avant 10 ans. D'où la colère des usagers.
Nous, dès que nous réclamons quelque chose, on nous répond que c'est trop cher. En revanche, quand c'est dans les quartiers chics, là, on trouve des fonds. La plupart du temps, c'est jamais voté. On se demande d'où sortent les enveloppes. Chaque année, la fréquentation du réseau parisien augmente de 5%. À cette cadence, la 13, comme d'autres lignes, risque de voir le nombre d'incidents augmenter dangereusement. Oui, des pétitions d'usagers sont en cours. La RATP de son côté assure que des investissements sont programmés pour renforcer les rames. L'enquête sur les caisses cachées de l'UIMM, fait rarissime. La police financière a perquisitionné toute la journée au siège du MEDEF, qui déclare collaborer pleinement. Hier, Daniel de Wavrin, ancien président de l'UIMM, a été mis en examen pour abus de confiance. Un premier conflit judiciaire autour du boîtier à ultrasons contre les rassemblements de jeunes. On en parlait récemment. Un appareil a été installé dans cette petite station balnéaire des Côtes d'Armor, à Pléneuf-Valandré. Eh bien, les commerçants voisins ont saisi la justice car ils craignent les nuisances sonores et une baisse de la fréquentation. Des images signées Michel Hiver. On dit souvent que la présence humaine est indispensable pour prévenir ou apaiser les conflits. Mais dans certains quartiers, les gardiens d'immeubles s'en vont, chassés par la violence. Voici l'enquête dans une cité de Sevran, près de Paris, d'Aurélia Guillemin et de Lionel Langlade. 14 agressions en 18 mois sur fond de trafic de drogue. Les loges restent fermées. Voici ce reportage. Rideau. Le gardien de l'immeuble est parti. L'agression de trop. La dernière fois, les dealers qui le trouvaient gênant lui ont cassé le nez. Dans ce quartier depuis quelque temps, ce sont les trafiquants qui dictent la loi. On revient, on va filmer. Hein? On revient. Vous allez voir comment ça va se passer. Un premier avertissement pour nous. Pour les gardiens d'immeubles, la situation dure depuis août 2006. 14 agressions en 1 an et demi. Pour l'employeur, il y avait urgence à retirer les gardiens du site. Il y a eu véritablement une escalade, menaces d'abord et mise à exécution des menaces. Il est arrivé un moment où leur vie était en danger, la vie de leur famille était en danger. À Sevran, la cité des Bodottes est devenue un repère pour les trafiquants de drogue du secteur. Ici, la police a récemment tiré au flashball pour les déloger des cages d'escalier. Mais les dealers sont de mieux en mieux organisés. Cet immeuble, par exemple, leur sert de tour de contrôle. Ils ont un système, on va dire, équivalent au service de police, de rondes et patrouilles. Ils vont jusqu'à surveiller la sortie des fonctionnaires de police de Sevran. En clair, et pour résumer, c'est-à-dire que, en fait, leur objectif est surveiller la police qui surveille. Première victime du climat qui règne ici, les habitants du quartier. De plus en plus de trafic, de moins en moins de commerce, et maintenant les gardiens qui désertent. J'ai l'impression que c'est foutu pour la cité. Parce qu'elle va partir à la dérive, et ça serait dommage que ça devienne comme ça. Un sentiment d'abandon et de ras-le-bol que beaucoup partagent, mais que peu racontent, et pour cause. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Depuis qu'il n'y a pas de gare. Allez, Vas-y, coupe ça, flic, ta mère. C'est bon. On s'en va. On s'en bat les couilles, allez, cassez-vous là, allez, casse-toi. Ne pas céder le terrain aux délinquants. La mairie demande des renforts de police dans ce quartier pour permettre le retour rapide des gardiens d'immeubles. En attendant, des prestataires de services assurent l'entretien de la cité, entre 8h et 10h uniquement, l'heure creuse pour les trafiquants. Retour à l'étranger avec les derniers meetings de la campagne en Italie. Le vote aura lieu dimanche et lundi prochain. Silvio Berlusconi a tenu tout à l'heure son dernier meeting au Colisée à Rome, centré principalement autour de sa personnalité. A l'inverse, Walter Veltroni achève une campagne davantage marquée par la sobriété. Il a reçu hier le soutien de Bertrand Delanoë qui a fait le déplacement. C'était tout à l'heure en fait. Philippe Visserias, Karine Guillaume. Lorsque Walter Veltroni arrive sur scène, c'est vers Bertrand Delanoë qu'il se dirige en premier. Entre le candidat de la gauche italienne, ancien maire de Rome, et le maire de Paris, retrouvailles médiatiques devant 40 000 militants. Un clin d'œil pour Walter, et Bertrand Delanoë se lance en français dans un portrait enflammé de l'homme qu'il est venu soutenir. Je sais ses qualités morales. Conosco le sue qualità morali. Je sais son sérieux pour travailler, pour réformer, pour gérer, pour servir. C'est donc cet homme de 52 ans qui va défier Silvio Berlusconi. Dans sa carrière, Walter Veltroni a accompagné toutes les mues de la gauche italienne.
Militant des jeunesses communistes dans les années 70, aux côtés d'Enrico Berlinguer, le leader du PCI, ou de l'écrivain Pier Paolo Pasolini, il se détache ensuite du communisme. Aujourd'hui, il a créé le Parti démocrate pour conquérir le pouvoir avec un slogan scandé par Bertrand Delanoë. Si può fare, en français, nous le pouvons. Walter est un homme et le Parti démocrate italien qui me paraît être la chance de l'Italie aujourd'hui, qui a besoin de croissance, de modernité, d'engagement européen au service du progrès. Vous croyez à la victoire? Absolument oui. Je pense que l'Italie a besoin de changement, a besoin d'ouvrir une nouvelle saison. Et vous êtes l'homme de ce changement? Je ne sais pas, j'espère. Alors que depuis le début de la campagne, tous les sondages donnent un net avantage à Silvio Berlusconi, Walter Veltroni, lui, estime qu'il est capable de renverser la tendance dans ces derniers jours. Un meeting qui avait bien lieu hier soir. En bref, encore à l'étranger, élection également au Népal. Une assemblée constituante a été élue. Elle est censée abolir la monarchie et proclamer la République avec l'espoir de consolider la paix signée il y a 1 an et demi avec la guérilla maoïste. Au Pérou, 5 touristes français, dont 4 femmes, sont morts dans l'accident de leur petit avion. Ils survolaient les lignes de Nazca, tracées il y a 2500 ans, l'un des sites les plus visités là-bas. L'avion aurait heurté une ligne à haute tension. La santé, avec un succès pour l'hôpital de la Timone à Marseille. Ses équipes sont parvenues à implanter une prothèse auditive sur un enfant de 9 ans complètement sourd depuis la naissance. Une prothèse jusque-là réservée aux adultes. L'enfant est désormais capable de répéter des mots de façon très distincte. Nicolas Châteauneuf. Le café. Le café. Depuis sa naissance, Ange-Marie n'entendait ni les mots ni les sons. Aujourd'hui, ce garçon de 9 ans est capable de répéter ce qu'il entend. Seul ce petit boîtier placé derrière sa tête témoigne de l'opération qu'il a subie il y a 1 mois. J'entends bien. C'est magnifique. Magnifique. Pour Ange-Marie, les sons du quotidien sont une incroyable découverte. Pour sa famille, c'est une révolution. Avoir un enfant aujourd'hui qui entend tout et qui peut gérer tout seul, hein, entre guillemets, qui est normal, je pense que c'est le plus beau cadeau que puisse nous faire la vie. Ange-Marie est née sans conduit auditif ni tympan. Les chirurgiens de l'hôpital de la Timone à Marseille lui ont implanté cette prothèse, composée d'un capteur externe et d'une partie implantée à l'intérieur. Une sorte de minuscule aimant qui transmet les vibrations acoustiques vers l'oreille interne, sans passer par les prothèses classiques, lourdes à porter et peu efficaces chez Ange-Marie. Il ne les supportait pas parce qu'il avait d'énormes difficultés de les faire tenir au niveau du conductif externe puisqu'il n'en avait pas. Jusque-là réservée à l'adulte, l'opération permettra d'aider les enfants atteints de graves malformations auditives. Et puis toujours à propos de santé, un grand merci à vous, téléspectateurs de France 2. La somme définitive récoltée grâce au Téléthon cette année est de plus de 102 millions d'euros. C'est davantage encore que les promesses de dons qui avaient été faites. 2 tiers de cette somme iront à la recherche, le tiers restant à l'aide aux malades. L'environnement avec un constat qui montre que tout peut aller très vite en matière de biodiversité. La raréfaction du saumon sauvage dans les rivières de l'Ouest américain, c'était une spécialité locale. En quelques années, il a même quasiment disparu. Envoyés spéciaux Alain Chalvron, Aaron Diamond. Pendant des années pour les Américains, Newport rimait avec saumon. Sa flottille de pêche était une des plus riches de la côte pacifique des États-Unis. Tant les saumons étaient nombreux. Ils naissaient dans cette rivière, la Yakina, et revenaient pour s'y reproduire et mourir. Mon père me racontait que lorsqu'il était enfant, dans les années 30, il lui arrivait d'être réveillé par les saumons, qui faisaient un bruit d'enfer dans la rivière en sautant. Il y en avait tellement qu'on pouvait quasiment traverser la rivière sur leur dos, tant ils formaient une masse compacte. Mais voilà, des saumons, il n'y en a plus guère aujourd'hui, un par-ci, un par-là. En fait, c'est toute l'économie de la région qui est en péril. Les pêcheurs se rabattent bien sur les crabes et les crevettes, mais c'est l'or rose qui les faisait vivre. Il y a 4 ou 5 ans, on pêchait beaucoup de poissons, 150 par jour en moyenne. L'an dernier, je n'en ai pêché qu'un seul. La saison a été tellement courte, elle n'a duré que 4 jours. Premier accusé, l'homme, avec ses multiples barrages qui empêcheraient les saumons de remonter les rivières vers les lieux de ponte, là également où ils sont nés. Seulement au fil des années, et à coût de centaines de millions de dollars, le gouvernement américain a multiplié les échelles à saumon, qui sont maintenant parfaitement efficaces. On a ici une cinquantaine de marches à chaque fois avec une petite piscine. Les poissons passent soit par un trou dans les marches, soit par-dessus. Il leur faut à peu près une journée pour remonter l'échelle.
Des fenêtres ont été installées dans ces échelles qui permettent un comptage par des biologistes. Ici, à 100 km de l'océan, le constat est le même qu'à Newport. Il y a quelques années, les saumons se bousculaient. Aujourd'hui, quand on en voit un, c'est un événement. Quant aux bébés qui descendent vers la mer, on les transporte en container s'ils n'arrivent pas à trouver les échelles. Il y a bien les otaries qui se font un festin des saumons bloqués au barrage avant qu'ils ne trouvent les échelles. Mais l'appétit de ces mammifères protégés n'explique pas bien sûr la quasi-disparition des saumons. Si la réponse n'est pas dans la rivière, c'est donc qu'elle est dans l'océan, là où les saumons vont passer 3, 4, 5 ans selon les espèces. Et une nouvelle fois, c'est le réchauffement de la planète qui est en cause. Les 4 dernières années, la température de l'océan a beaucoup augmenté et le saumon ne trouve plus assez de ce krill d'eau froide ou de petits poissons qui constituent leur nourriture. En revanche, il y a plus de prédateurs qui les mangent. Et voilà, ils ne survivent pas. Première conséquence, le prix du saumon sauvage du Pacifique pourrait bien augmenter spectaculairement sur les marchés. À Londres, un anniversaire, celui de Big Ben, 150 ans aujourd'hui. La célèbre cloche qui a donné son nom à la tour est considérée comme une image de carte postale par les touristes, un passage obligé, mais il faut savoir que les Britanniques y sont réellement attachés, et notamment parce qu'elle a incarné la résistance au bombardement pendant la guerre. Voici pourquoi, à Londres, Maryse Burgot, Laurent Desbois. 334 marches et un rituel qui date de 150 ans. 3 fois par semaine, les gardiens de Big Ben vérifient à la seconde près sa ponctualité. C'est vraiment un honneur de s'occuper de l'horloge et de la cloche probablement la plus célèbre du monde. Tout ce qui a trait à Londres a forcément une photo de Big Ben dessus. Big Ben ne désigne pas cette célèbre tour du Parlement de Westminster, ni cette horloge. Non, Big Ben est le nom de la cloche qui sonne derrière ces murs gothiques. Une cloche de 13 tonnes, coulée dans cette fonderie de Londres il y a un siècle et demi. Une adresse mythique pour amateurs de cloches venus du monde entier. Cet Américain mettra la sienne à l'entrée de son ranch aux États-Unis. Il assiste avec émotion à son coulage. Moi, j'ai toujours voulu une cloche. C'est un rêve d'enfant. Et là, c'est le meilleur endroit. Au plus fort du Blitz, pendant les bombardements de la guerre, les Allemands n'ont jamais réussi à faire taire Big Ben. D'où la fierté de ses gardiens. Ils ont d'ailleurs besoin de l'autorisation des députés du Parlement pour arrêter ces aiguilles. Ce n'est d'ailleurs arrivé que 4 fois en 150 ans. Il faut bien de temps en temps mettre un peu d'huile dans ces rouages entièrement mécaniques. Encore un mot pour vous dire que Jean-Loup Dabadi fait son entrée à l'Académie française. Il remplace l'écrivain Pierre Moineau, disparu l'année dernière, artiste populaire aux talents multiples. À 69 ans, Jean-Loup Dabadi a notamment été parolier pour plusieurs générations d'interprètes, Paul Naref notamment, également scénariste. On lui doit par exemple le film César et Rosalie. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Le mouvement des lycéens monte en puissance. Plusieurs dizaines de milliers d'élèves et d'enseignants ont défilé dans les grandes villes contre les suppressions de postes. Au Sénat, Xavier Darcos a répété que la question de la réforme du lycée ne pouvait, selon lui, se résumer à un problème quantitatif. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Valérie Alexandre. Point route, Valérie Maurice. 20h50, envoyé spécial autour de Guylaine Chenu et Françoise Joly qui reviennent notamment sur le parcours chaotique de la flamme à Paris. Très bonne soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.